Plus de 8 millions de tonnes de produits agricoles, c'est l'ambitieux objectif de la campagne agricole 2020-2021 et c'est maintenant que tout se joue. Pour tous les producteurs, le défi c'est de ne pas rater l'installation, semer au bon moment pour une bonne moisson. Dans ce journal, on fait le point dans deux provinces, le Nayala et le Naouri, et comme vous allez le voir, les producteurs sont à pied d'œuvre et pour un point général de la situation, le ministre de l'Agriculture, Salifou Ouedraogo, est notre invité. Et puis face à la recrudescence des actes terroristes dans le centre-nord, l'Union pour le progrès et le changement tire la sonnette d'alarme. La région détient le record de personnes déplacées et pour le parti du Lion, il faut agir et en urgence. Face à la presse ce matin, il a décliné ses propositions. Explications dans un instant. En marge de sa sortie de terrain pour faire le point de l'opération Komoé à la frontière Burkina Faso-Côte d'Ivoire, le chef d'état-major général des armées réagit à la polémique sur la soi-disant réapparition d'une couleur de tenue militaire propre à l'ancien régime de sécurité présidentielle. Le général Minungu rassure également quant aux moyens mis à la disposition des hommes sur le front. Plus de détails à suivre. Voilà pour la une de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Et pour débuter ce journal, un tour dans les champs du Naouri. La province a enregistré ses premières pluies et pour les producteurs, pas de temps à perdre. Il faut préparer les champs et semer au plus vite pour espérer une bonne moisson. L'une de nos équipes était sur place aujourd'hui même pour faire le point de l'installation de la campagne. Ali Doubadini, Ernest Kambiré. Sur ces lopins de terre, ces producteurs débroussaillent, nettoient et brûlent les tiges de paille. La campagne de production agricole de saison humide 2020-2021 s'annonce. Nous sommes à Pont-Coin, dans le Naouri. Déjà 2 pluies enregistrées par ici et c'est la course contre la montre pour ces producteurs de céréales. Nous sommes en train de préparer le champ pour la nouvelle saison. Ici, il est question de débroussailler la parcelle en attendant la pluie. Nous avons déjà enregistré 2 pluies et pour ne pas être en retard, nous avons commencé les travaux. Pour cette saison, je me prépare à produire du soja, du maïs et pour cela, je nettoie déjà mon champ. Pour 2020-2021, les pluies agricoles tardent dans le Naouri et cela inquiète le vieux Irassé et ses enfants. Producteur au parfum des changements climatiques, lui et les siens ont fait l'option des semis précoces. Il est temps. C'est la pluie qui nous manque seulement. Je suis en train de semer du mil et du sorgho. On attend de semer petits pois matin là. Parce qu'on attend la pluie. La pluie, ça ne vient pas. Donc aussi, on attend de semer pour attendre la pluie, que ça va venir. Puisque souvent, on va attendre quand la pluie va venir. Tu veux semer maïs, tu veux semer soja, le travail là, ça va venir mélanger beaucoup. Donc il faut que toi aussi tu debout, tu commences un peu pour que la pluie là va venir. Si ça vient, toi aussi tu as avancé un peu. Seul hic ici, l'Irassé Adiamou utilise encore les semences de variétés dites traditionnelles et à la question de savoir pourquoi, il évoque la non-disponibilité de semences de variétés améliorées en ce début de campagne. Et pourtant, pour la campagne agricole 2020-2021, ce sont 305 tonnes de semences de variétés améliorées que l'État met à la disposition des producteurs du Naouri à prix subventionné. Des semences de variétés améliorées de riz, de soja, de maïs, de mil, de sorgho et d'arachide encore stockées dans ce magasin en attente d'être vendues aux producteurs vulnérables. Nous sommes à l'attente maintenant pour la réception technique et entamer la distribution qui va se faire en tout cas au cours des semaines à venir. Normalement, à partir de demain, on doit commencer à recevoir les équipes de réception qui vont venir pour la réception technique. Et en tout cas, les semences qui sont derrière nous, c'est les semences qui sont déjà certifiées bonnes et reconditionnées dans les sacs et scellées et attendre que la distribution. Par rapport aux années passées, nous croyons que cette année, ça vaut 3 fois les quantités que nous recevons les années habituelles. Le maïs, le sorgho, le riz, les kits font 15 kg à 1000 francs. Pour le mil, ça fait 10 kg à 1000 francs. Pour le soja, nous donnons 8 kg à 1000 francs. L'arachide, 40 kg à 1000 francs. Et le sésame, ça fait 3 kg à 1000 francs. Pour ce qui est des autres intrants agricoles comme les engrais minéraux, le stock est encore dans les magasins en manga en attente d'être acheminé sur Pau.
Défrichage, labour et dépôt de fumure organique dans le Nayala également, les producteurs s'activent et mettent du cœur à l'ouvrage et même que certains d'entre eux appliquent des techniques comme le zaï pour optimiser leur production. C'est le constat fait par Yves Rwamba, Edouard Ouedraogo et Hélène Sebgo. Très motivés et loin de la psychose de la pandémie du Covid-19, ces producteurs de la province du Nayala prennent d'assaut les champs. C'est déjà l'étape des pré-labours, traçage, semis précoces et le dépôt de fumure organique dans les champs. Ils n'attendent que les premières pluies pour entrer en plein pied dans la campagne agricole humide 2020-2021. Nous sommes en train de déposer de la fumure organique dans les champs qui n'ont pas eu l'année passée. Petit à petit, en attendant les pluies pour commencer les vrais semis. Mais avant l'arrivée des pluies, les producteurs reçoivent ici des conseils des agents de l'agriculture pour une réussite de la saison. C'est d'abord de les accompagner avant la campagne et application donc de la fumure organique, préparer donc les champs et attendre donc les semences. Chacun nous sommes en train d'améliorer un truc en zaï, apporter la fumure organique dans les différents poquets. Voilà. Concernant les autres champs, on demande d'apporter de la fumure organique. Voilà. Puisque bientôt les premières pluies qui vont commencer, on va commencer les labours. Les labours peuvent donc commencer, mais ces agriculteurs attendent les semences améliorées et les engrais subventionnés par l'État pour espérer de bonnes récoltes. Il y a l'engrais, il y a les semences, apporter de bonnes semences, il y a les semences qui sont là. Après ça, il y a les matériels aussi. Les matériels comme les machines, tracteurs, le labour, charrie, les oumangas. Bon, c'est ce qu'on attend. L'attente ne sera pas longue, rassure le directeur provincial en charge de l'agriculture du Nayala. Pour ce qui est donc de la province donc du Nayala, nous allons donc recevoir 611 tonnes d'engrais, plus 90 tonnes de semences améliorées, toutes spéculations confondues, et qui seront distribuées à prix subventionné aux producteurs. Et actuellement, les semences sont en train d'être déposées dans les communes et les engrais aussi sont en cours. Donc on se dit que d'ici la semaine prochaine, tous ces intrants seront disponibles pour les producteurs et les équipements aussi sont en cours. À la date du 16 mai, la province du Nayala a été arrosée par de petites quantités de pluie. Ces quantités d'eau ne sont pas assez suffisantes pour déclencher les opérations de semis, selon les spécialistes du domaine. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. Je le disais en titre, 8 millions de tonnes, c'est l'objectif à atteindre pour cette campagne agricole. C'est maintenant que tout commence, comme on le voit sur le terrain. Au-delà du Naouri et du Nayala, quelle est la situation d'ensemble de l'installation de cette campagne? On sait que la météo avait annoncé une installation précoce. Non, c'est pour dire que la campagne s'installe au fur et à mesure. Parce que selon la météo, c'est entre le 20 mai et le 7 juin qu'on va avoir les bonnes pluies pour pouvoir s'aimer. Ce qui veut dire que nous sommes dans le timing. On est dans la bonne fourchette. Exactement. Plus de 8 millions de tonnes, c'est un objectif pour le moins ambitieux. Quelles sont les dispositions prises par l'État pour s'assurer que, au-delà donc, en tout cas des chiffres, il y ait vraiment un accompagnement des producteurs pour atteindre l'objectif? Bon, au niveau de l'État, nous avons reçu vraiment des instructions fermes du chef de l'État pour que cette année particulièrement, nous apportons des grandes quantités d'engrais. Cette année, il y a 39 000 tonnes d'engrais qui seront mis à la disposition des producteurs vulnérables. 12 000 tonnes, c'est-à-dire nous avons racheté l'ensemble des semences au niveau de l'Union nationale des producteurs sémenciers pour permettre à tous les producteurs de pouvoir bénéficier des semences. Particulièrement au niveau des femmes, les semences de niébé seront données gratuitement à tous les groupements. De même qu'au niveau des personnes déplacées. C'est pour dire que nous sommes vraiment dans une dynamique de production parce que cette année, nous avons l'initiative du chef de l'État qui est de produire d'ici 2021 1 million de tonnes de riz. Et cette année, nous avons mis tous les mécanismes possibles. Nous avons rencontré tous les responsables des grandes plaines et tous les producteurs pour qu'ensemble, nous puissions mettre en place ces mécanismes afin de permettre que nous puissions inverser la tendance de l'exploitation du riz. Parce que chaque année,
On importe d'énormes quantités de riz. Voilà, nous importons de très très grandes quantités, près de 450 000 tonnes de riz chaque année. Monsieur le ministre, tout cela est bien beau, mais on l'a vu sur le terrain, les producteurs se plaignent. On le voit notamment donc des intrants qui arrivent pratiquement à contre-temps. C'est le cas dans le Naouri, des semences encore en magasin et des engrais qui se font attendre. Qu'est-ce qui explique ces retards-là? On a l'impression que chaque année, c'est le même problème. Non, nous pensons qu'à notre niveau, nous sommes dans le timing. Parce que d'abord, vous voyez, les semences seront acheminées, ou du moins la plupart des semences sont en train d'être acheminées au niveau des communes. Et il ne faut pas qu'on envoie les semences, par exemple, 2 mois à l'avance, parce qu'il y a un problème de conservation des semences. Si on ne fait pas attention, on va se retrouver à des semences de mauvaise qualité. On va dire que l'État a donné des semences de mauvaise qualité. Ce qui veut dire qu'une fois que les semences arrivent dans les communes, c'est immédiatement on distribue et ça quitte les magasins pour aller directement dans les champs. Et c'est pour dire que après les semences, automatiquement, il y a les engrais Les engrais, mais il y a des producteurs qui s'impatientent. On a celui de Naouri qui est en train d'utiliser des semences ordinaires. Non, je pense que c'est une question d'information par rapport à ça. Sinon, par rapport à... les semences sont disponibles, mais c'est vraiment d'aller vers les services techniques. Et je voulais vous dire que chaque année, on donne des semences améliorées à des producteurs vulnérables. Et ces semences sont utilisées pendant 3 ans. C'est-à-dire qu'une fois qu'on t'a donné de la semence cette année, tu peux l'utiliser pendant 3 ans. C'est pour dire que c'est une question, les gens doivent, c'est une question d'information et c'est de nouveaux producteurs qu'on donne. Dans la base de données, nous avons beaucoup de ménages. Cette année, nous avons ciblé les ménages au lieu que ce soit les individus. Et le choix se fait par randomisation, c'est-à-dire par des choix aléatoires. Ce qui fait que peut-être que ce producteur ne va pas recevoir les semences cette année, mais ce n'est pas tout le monde. Mais c'est pour dire que de façon globale, il y a d'autres producteurs qui s'organisent, parce que là, c'est les producteurs vulnérables. Par contre, il y a les grands producteurs qui sont d'un certain niveau, qui n'ont pas besoin du soutien de l'État. Okay. Donc, c'est pour dire que en mettant les uns et les autres, on arrive à couvrir vraiment l'ensemble des besoins et à temps pour permettre vraiment une bonne production. Monsieur le ministre, cette année, vous innovez dans la distribution en faisant notamment recours, disons, aux nouvelles technologies à travers notamment des messages donc, envoyés aux producteurs pour qu'ils puissent donc accéder à ces intrants-là. Mais la méthode fait visiblement des gorges chaudes. On a même vu des producteurs manifester, notamment dans le centre-ouest, leur désapprobation. Avant de vous permettre de réagir, nous vous proposons d'écouter à ce sujet le président de la Chambre nationale d'agriculture. La distribution électronique, qui, comme vous savez, le territoire national n'est pas entièrement couvert par les réseaux de téléphonie mobile. Alors, vous conviendrez avec moi des producteurs qui sont dans les hameaux de culture, qui n'ont pas les réseaux, et on doit les envoyer des SMS pour qu'ils puissent rentrer en possession de leurs intrants. Ça peut poser des difficultés. Donc, nous avons soulevé toutes ces préoccupations et également la rétrocession du stock de l'État à des structures privées, une association de commercialisation des intrants. Et nous avons des inquiétudes à ce niveau. Nous avons signé ce matin un protocole d'accord avec le ministère de l'Agriculture. Ce protocole a pour objet de préciser les rôles, les responsabilités et les obligations des acteurs, des délégués des chambres régionales d'agriculture, ainsi que la Chambre nationale de l'agriculture, dans le cadre de la mise en œuvre du mécanisme de distribution des intrants qui a été adopté cette année. Voilà, ce sont des propos, monsieur le ministre, recueillis par Ernest Kambiré en marge du lancement de la campagne humide. Est-ce que cette innovation cette année, est-ce que ce n'est pas à marche forcée? Non, ce n'est pas en marche forcée, parce que cette innovation, nous l'avons essayé d'abord la campagne passée à petite échelle sur 6 régions, avec un financement de la Banque mondiale, de PAPSA. L'innovation consiste concrètement à envoyer des messages L'innovation consiste à envoyer un message au bénéficiaire qui le reçoit. Et il va savoir quelle est la quantité de semences et d'engrais qu'il doit recevoir. Ensuite, il part payer dans un point de vente. En fait, il va payer, par exemple, dans un service de téléphonie mobile. Et à partir de là, il reçoit un code. Et ce code-là, il envoie le code au niveau du magasin. Et on introduit le code et on sait quelle est la quantité qu'il a payée et il reçoit ses semences et ses engrais. L'innovation, c'est-à-dire qu'avant, on se faisait ça de façon individuelle. Aujourd'hui, c'est par ménage. Et ces ménages sont choisis sur la base du recensement du recensement de 2019, le recensement de 2019, la population de 1900. Donc, à partir de ce recensement, ça nous permet de choisir par randomisation, c'est-à-dire qu'on choisit
au hasard un certain nombre de producteurs qui vont bénéficier, parce qu'ils sont nombreux. Cette année, par exemple, il y a plus de 50 000 producteurs qui vont bénéficier. Mais le président de la Chambre nationale d'agriculture pose des problèmes dans un hameau de culture où on n'a pas le réseau. Non. Je pense qu'à ce niveau, sur toute l'étendue du territoire du Burkina, il y a des réseaux mobiles téléphoniques mobiles qui couvrent. Et on a mis en place des plans B. Dans le cas où le monsieur est dans un hameau de culture, il y a la possibilité. C'est pourquoi on a intégré la Chambre nationale d'agriculture pour qu'ensemble, ils puissent donner l'information à cette personne pour pouvoir venir bénéficier de ça. Mais cette innovation, ça se fait dans la transparence. Et que c'est réellement les bénéficiaires qui vont recevoir ces semences. Parce qu'on a constaté qu'avec ces distributions, il y a des risques de recevoir, on ne reçoit plus l'argent. L'argent est transféré directement dans un compte qui est reversé directement au niveau du trésor. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de problème à ce niveau. Et également, donc c'est pour éviter la manipulation de l'argent. La manipulation, et même si, vous savez, dans le temps, on a eu pas mal de mouvements d'humeur au niveau des agents. On n'a plus besoin de ça. C'est-à-dire que tout le mécanisme est mis de telle sorte qu'il n'y ait pas de problème et que les gens puissent avoir directement les codes et pouvoir bénéficier de leurs semences. C'est pour dire que avec les innovations, les gens sont inquiets. Mais il faut qu'on aille, on n'a pas le choix. Parce que même au niveau de la CEDEAO, que ce soit au Nigeria, au niveau du Togo, tous les pays sont dans la distribution électronique et c'est ça qui se fait de façon fiable et ça permet aux ménages de pouvoir bénéficier. Pour finir, monsieur le ministre, mais avec ces manifestations, est-ce qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter? Déjà qu'on parle de risque de retard pour l'arrivée des intrants, si en plus de cela, il y a des mouvements d'humeur, notamment de producteurs, est-ce que ça ne va pas... Non, je pense qu'à ce niveau, on s'est compris avec la Chambre nationale d'agriculture, c'est pourquoi nous avons signé cette convention, qui va consister à ce que la Chambre puisse superviser, puisse suivre le déroulement de cette opération. Donc, ce qui veut dire que le problème ne va pas se poser parce que tout le monde s'est engagé à ce que vraiment nous travaillons main dans la main pour que les produits puissent avoir ces semences et des engrais afin de pouvoir atteindre les résultats qu'on s'est fixés cette année. Merci, monsieur le ministre, pour votre disponibilité. On rappelle, mesdames et messieurs, l'invité de ce journal était monsieur Salifou Ouedraogo, ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydro-agricoles. Dans la suite de ce journal, les producteurs de Boussouma, eux, ont bien de la chance. Pas besoin d'attendre la pluie. Depuis la fin de la dernière campagne, ils ont pris d'assaut les abords de leur barrage pour la production maraîchère et ce sont des tonnes et des tonnes de produits qui sortent chaque année de ce bas-fond aménagé. Constat, Ali Doubadini et Ernest Kambiré. La ressource eau, une denrée rare. Et quand elle existe, comme ici au barrage de Boussouma, dans la commune rurale de Koubri, dans la banlieue sud de Ouagadougou, elle fait des merveilles. Emmanuel Congo est président de l'association Sontaba du groupement NAM de Koubri. Pour ce maraîcher, pas question de se reposer ici en saison sèche pour les populations installées autour de ce point d'eau. L'importance du barrage n'est plus à démontrer. De là sort notre pitance quotidienne. Sans l'eau du barrage, la vie sera plus difficile par ici. Sur 11 hectares de périmètre aménagé, une soixantaine de producteurs maraîchers, dont une vingtaine de femmes, exploitent avec les moyens de bord le site pour des activités de production de contre-saison. Après la campagne de production de saison humide, pas question de se reposer ici. Pas de temps de repos, sauf pour les paresseux. Après le maïs que vous voyez, nous allons mettre du riz. Pas de repos ici. C'est l'entraide entre les 28 femmes installées. Justine Kouraogo exploite 400 mètres carrés en maïs pour sa deuxième production de contre-saison. Pour elle, l'eau du barrage de Boussouma a transformé ici le quotidien des populations, même si pour cette campagne de production, elle et ses camarades ont dû réduire les superficies faute de matériel de labour adéquat. Notre préoccupation cette année, c'est la machine de labour. Le tracteur est en panne, ce qui freine nos ardeurs. Qu'à cela ne tienne, annuellement, ce sont des dizaines, voire des centaines de tonnes d'oignons, de choux, de haricots verts ou de maïs qui sortent de ce bas-fond de production de contre-saison. Petite précision, il s'agit bien de Boussouma dans la commune de Koubri. Et pour défendre leur cause, ces producteurs pourront peut-être
Comptez sur cette nouvelle fêtière des organisations socio-professionnelles du Burkina, s'unir pour être plus fort, telle est la philosophie qui a réuni cette semaine des acteurs de plusieurs secteurs économiques. Et au moment de signer l'acte de naissance de la nouvelle structure, les délégués ont déjà défini leur cible, la fraude. Nangba Kouda, Sébastien Zango. Après la création d'une association dénommée Brigade de veille citoyenne et de contrôle antifraude, les acteurs du commerce, des secteurs informels et agro-silvopastoral veulent mettre en place une structure pour fédérer leurs actions. Ils sont ici pour adopter les statuts et règlements intérieurs de cette fêtière. Si vous prenez par exemple la filière, l'interprofession lait ou le miel ou le sésame, ils n'ont pas les mêmes difficultés. Mais ils ont tous besoin de la brigade pour agir, pour défendre leurs intérêts. Dans ce sens, nous voulons créer une plateforme qui va permettre à toutes les structures, les filières, les fêtières de s'organiser afin qu'il y ait des assises pour développer des solutions afin de pouvoir protéger nos productions locales. La fêtière servira de conseil d'administration à la brigade. Elle aura pour rôle de veiller à la protection de l'activité économique en collaboration avec la brigade de contrôle du ministère en charge du commerce et les forces de sécurité. Lorsque les premiers acteurs, notamment du commerce, décident de s'organiser dans ce sens, ça ne peut que nous réjouir parce qu'à l'intérieur, ils vont pouvoir extirper du lot tous ceux-là qui ont des pratiques malsaines de nature à compromettre non seulement la santé du consommateur, mais aussi à compromettre l'économie nationale. Cette rencontre tient lieu d'assemblée générale selon les organisateurs. Face à la recrudescence des actes terroristes dans le centre-nord, je vous le disais en titre, l'Union pour le progrès et le changement tire la sonnette d'alarme. La situation de la région est critique avec des centaines de milliers de déplacés et il faut d'urgence une réaction forte. L'UPC recommande entre autres une deuxième opération militaire d'envergure. Bernard Kombelem et Maxime Zongo. Face aux journalistes, 4 cadres du parti, le député Mathias Ouedraogo, le professeur Mahama Ouedraogo, le colonel à la retraite Hassan Savadgo et le maire de Bourzanga, Dieudonné Badini. Débuté en 2017, le terrorisme dans la région du centre-nord, selon les conférenciers, a connu une montée en puissance pour véritablement basculer dans l'horreur où pratiquement toutes les communes sont touchées. Des attaques qui ont eu des conséquences incalculables. Du reste, des témoignages émouvants ont été donnés à cette occasion par des victimes. À la date du 22 avril 2020, la région du Centre-Nord comptait 687 675 déplacés internes sur un total de 848 329 déplacés recensés sur l'ensemble du territoire national. Ce qui veut dire que le Centre-Nord enregistre à lui seul 81,06% des déplacés internes du Burkina. Pour faire face à cette situation critique, les propositions de l'UPC vont de la mobilisation de grands moyens au lancement d'une deuxième opération militaire d'envergure. Un renforcement de la coordination entre les FDS et les forces vives pour une meilleure coordination des actions défensives. Une mise à la disposition des FDS de grands moyens pour lutter efficacement contre les ennemis. Un équipement adéquat des volontaires pour plus d'efficacité. Le lancement d'une deuxième opération militaire d'envergure pour anéantir le terrorisme sur notre territoire. L'opération Doufou n'ayant pas produit de résultats escomptés. Outre ces propositions, l'UPC recommande au gouvernement d'initier un plan de retour et de réinstallation des déplacés internes dans leur localité. En attendant, sur le terrain, les déplacés internes réclament plus de transparence dans la distribution des vivres. Un cri de cœur entendu par les autorités locales. Désormais, les distributions se feront directement sur les différents sites d'accueil. Explication Pascal Tapsoba et Jacques Ouedraogo. Ils avaient manifesté contre la mauvaise gestion dans la distribution des vivres le mois dernier. Aujourd'hui, les autorités régionales et communales apportent des solutions à leurs revendications. Désormais, la distribution des vivres se fera directement sur les différents sites d'accueil pour plus de transparence. Sous la présidence du haut-commissaire inscrit par le gouverneur, on a pu citer les responsabilités.
Et donc on a essayé de voir maintenant de changer le mode de distribution. Ensemble, on s'est concerté, on dit que c'est mieux de les rejoindre au niveau de leur site où il y a un grand regroupement pour procéder à la distribution. Donc c'est ce qui a prévalu notre présence ici ce matin, accompagné par les services régionaux de l'action sociale. Cette nouvelle démarche est bien appréciée par ces déplacés venus de Pensa et Ankuna, installés sur le site de Kouinkouli. Et pour joindre l'acte à la parole, 10 tonnes de vivres ont été distribuées à ces personnes vulnérables. Elles souhaitent par ailleurs retourner chez elles pour la saison des pluies qui s'annonce. Beaucoup d'entre nous ne gagnent pas à manger. Le fait que les autorités soient venues ici pour nous donner les vivres, nous sommes contents. Nous voulons qu'on nous aide à répartir chez nous. La commune de Kaya compte au total 4 sites d'accueil. Le site de Kouinkouli constitue alors la première étape d'une série de distributions dans les autres sites les jours à venir. En marge de sa sortie de terrain pour faire le point de l'opération Komoé à la frontière Burkina-Côte d'Ivoire, le chef d'état-major général des armées réagit à la polémique sur la soi-disant réapparition d'une couleur de tenue propre à l'ancien régime de sécurité présidentielle. Le général Minougo rassure également quant aux moyens mis à la disposition des hommes sur le front. Karim Sissé. Cette tenue était celle réservée au RSP sous l'ancien régime. Une tenue qui a disparu de la circulation depuis la dislocation du RSP sous la transition. Et quelques années après, elle fait son apparition, surtout avec les troupes qui combattent le terrorisme dans les régions de l'Est et des Cascades. Pour le général de brigade Moïse Minengou, c'est une tenue de l'armée burkinabé et son apparition est due à la zone d'intervention des FDS. Dans l'armée, nous avons plusieurs tenues. Il y a ce que vous voyez, qu'on dit du RSP. Il y a les tenues, vous vous rappelez, à Otapoinou, ce n'était pas la même tenue. Il y a la tenue terre du Burkina. Il y a beaucoup d'autres tenues que nous avons. Et toutes ces tenues, c'est pour l'armée burkinabé. Et en tant que chef d'état-major, selon les circonstances, je prescris la tenue. Ici, si vous remarquez, le terrain est boisé. C'est pratiquement la forêt. Et nous pensons qu'une tenue qui va avec la forêt ne peut être que celle-ci. Si vous partez au nord, vous allez voir que c'est des tenues sable. Autre sujet d'actualité concernant les FDS, ces temps-ci, c'est bien leur traitement. Sur ce point, le chef d'état-major général des armées du Burkina se veut clair. Le commandement, à travers les autorités, font des efforts pour que les soldats mangent bien. Qui ne sont pas équipés. J'ai entendu que certains parlent d'armes lourdes. C'est ça que je dis, quand quelqu'un ne connaît pas, il est plus dangereux. Est-ce qu'ils font la différence entre les armes lourdes et les armes collectives? Ils ne font même pas la différence. Dans un détachement, comment voulez-vous avoir des armes lourdes? Les armes lourdes, c'est l'artillerie, c'est l'ABC, la cavalerie. Dans un détachement, il n'y a pas ça. Au général de brigade Moïse Minengou d'inviter les fils et filles du Burkina à une union sacrée pour soutenir les FDS en cette période. À présent, cette belle prise de la brigade mobile de douane de Bobo Dioulasso, plus de 3 tonnes de cannabis d'une valeur de plus de 300 millions de francs CFA, résultat d'un coup de filet mené dans la nuit du samedi au dimanche. La cargaison était soigneusement dissimulée dans un camion de marchandises. Drissa Traoré, Siriki Milogo et Karim Sissé. 3 tonnes, c'est la quantité de cannabis saisie. L'exploit est de la brigade mobile des douanes de Bobo. Le coût du butin est estimé à environ 322 millions de francs CFA. Il a été saisi à l'entrée au poste de péage. Le camion est arrivé, comme vous le voyez, vide, et disait qu'il revenait du Ghana. Ils ont transporté du maïs du Mali pour amener au Ghana et repartir au Mali. Ils ont enlevé quelques grains de maïs qu'ils ont semés là, et pour pouvoir semer la vigilance des agents et pouvoir traverser. Techniquement, nous appelons ça des cassettes aménagées. Ça a été vraiment travaillé. Cette opération est le fruit d'une collaboration
entre ce service douanier et la population avec le soutien des autres structures d'enquête et de renseignement. Les autorités douanières promettent de poursuivre de telles opérations de façon continue. Elles invitent par ailleurs la population à redoubler d'efforts dans la collaboration par des renseignements pour permettre d'engager plus de résultats sur le terrain du combat contre les trafics de tout genre. Rendez-vous le 28 mai prochain pour la commémoration de la Journée internationale de l'hygiène menstruelle. Il est temps d'agir, c'est le thème retenu. Fini donc les incantations, il faut du concret pour réduire l'absentéisme des filles, des latrines adaptées et moins de stigmatisation entre autres. Les ministères de la Santé, de l'Éducation et leurs partenaires l'UNICEF se sont retrouvés aujourd'hui pour une séance de concertation. Urbain Benito Sommet et Ismaël Diloma Sirima. Il est temps de totalement mettre fin aux préjugés et aux stigmatisations à l'encontre des filles et leurs menstrues. Ce n'est qu'un processus physiologique normal et les personnalités autour de cette table appellent à un engagement de tous. Ici, les réflexions sont dirigées vers la manière d'aider la jeune fille à s'épanouir à l'école malgré les menstrues. On a découvert il n'y a pas très longtemps que la mauvaise gestion hygiénique des menstrues est cause donc d'abandon scolaire. C'est pour cela que justement au niveau du ministère en charge de l'éducation, avec l'appui de nos partenaires techniques et financiers, nous œuvrons pour justement une meilleure gestion hygiénique des menstrues et à travailler à ce que donc cette problématique-là soit ancrée dans le système éducatif. À cette rencontre, l'on a signalé qu'en moyenne, chaque fille est absente 5 jours de cours par mois à cause des règles. Des absentéismes dus au fait que beaucoup d'écoles n'ont pas le dispositif qu'il faut pour gérer les menstrues. Elles peuvent très bien aller à l'école, mais bien sûr, elles ne peuvent aller que dans une école où il y a de l'eau, où il y a des latrines pour les filles. Et à ces latrines, on essaie d'ajouter donc ce qu'on appelle une cabine où elles peuvent se laver et se changer. À cela s'ajoute le fait que les serviettes hygiéniques ne sont pas à la portée de beaucoup de filles, surtout celles qui sont en milieu rural. Mais pour remédier à cela, certains acteurs invitent à l'utilisation des serviettes hygiéniques lavables et réutilisables. Hors de chez nous, l'Amérique latine, nouvel épicentre de la pandémie du Covid-19, le Brésil occupe désormais la deuxième place des pays qui enregistrent le plus de cas après les États-Unis. Mais le président Bolsonaro n'en a cure et continue de prendre des bains de foule. Au Brésil, rien n'y fait. Le président Jair Bolsonaro continue de prendre des bains de foule alors que son pays est le deuxième le plus touché au monde par la pandémie en nombre de personnes infectées. D'après les chiffres officiels, le coronavirus a touché au moins 347 000 personnes dans le pays et en a tué plus de 22 000. Plus de 16 000 nouveaux cas ont été identifiés rien que pour samedi. Et depuis plusieurs jours, plus de 1000 personnes meurent quotidiennement à cause du Covid-19. Face à ce nouvel épicentre, les États-Unis s'apprêtent à interdire les vols en provenance du Brésil. La ville de São Paulo est le principal foyer du virus. Sur place, le maire Bruno Covas tente de faire respecter le confinement, même si ses efforts sont constamment sapés par les appels du président Bolsonaro à se déconfiner. Atteint du cancer, l'élu de 40 ans s'est confiné dans la mairie pour s'occuper 24 heures sur 24 de la crise sanitaire. D'après les données collectées à partir du signal des téléphones portables, le taux de confinement est de 50% dans cette mégalopole de 12 millions d'habitants. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention. Bonne reprise de travail demain, mais en attendant, restez fidèles au programme de la télévision du Burkina. À 21h, Intégral Foot. Mounira Kéré, elle, vous retrouve à 23h pour la dernière édition.